Alors voilà, Trump-Poutine, ce serait la rupture, ce serait la déclaration même du tournant. Quoi qu'il en soit, le récit fait par Trump de son éventuelle prise de conscience vis-à-vis du patron du Kremlin est, comment dire, surréaliste, comme souvent, regardez. Je lui parle souvent pour résoudre la situation. Et je raccroche toujours en disant que c'était un bon coup de fil. Et puis des missiles sont lancés sur Kiev. Je me dis que c'est étrange. Après que cela s'est produit 3 ou 4 fois, vous vous dites que la discussion ne mène à rien. Quand je rentre chez moi, je dis à la première dame que j'ai parlé avec Vladimir aujourd'hui, que nous avons eu une merveilleuse conversation. Et elle me dit « Oh, vraiment, une autre ville vient d'être touchée ». Je suis déçu par le président Poutine parce que je pensais que nous allions conclure un accord il y a 2 mois, mais je pense que nous n'y arriverons pas. Pour en parler, nous sommes avec Sabrina Agresti-Roubache. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancienne secrétaire d'État chargée de la citoyenneté de la ville. Bonjour Général Dominique Trinquant. Merci également d'être avec nous ce matin. Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Nous sommes également avec Bertrand Perrier. Bonjour à vous. Vous êtes avocat, vous êtes écrivain. Et bonjour Dominique Seux, éditorialiste aux Échos et à France Inter. Mais d'abord, retour sur ce qui serait surtout l'histoire d'une déception depuis Washington grâce à Justine Jankowski. Donald Trump a toujours dit et répété qu'il n'engagerait pas les États-Unis dans un nouveau conflit et donc il a toujours privilégié la voie diplomatique, la voie du dialogue. C'est pour cela qu'il explique qu'il a eu plusieurs conversations téléphoniques avec Vladimir Poutine ces derniers mois et qu'à chaque fois ce sont des conversations très agréables mais qu'ensuite les missiles pleuvent. Il cite notamment cette fois où il a passé un coup de fil au président russe, qu'il est rentré chez lui, qu'il a dit à la première dame Melania Trump qu'il avait eu une conversation très bonne, très positive avec le président russe et qu'elle lui a répondu « Ah c'est vrai, vraiment, parce que le président russe vient de bombarder une nouvelle ville ». Et puis il y a cet appel qui aurait été le point de bascule pour Donald Trump selon les médias américains. C'était le 3 juillet dernier. Le président américain était sorti de cet appel en disant qu'il n'avait fait aucun progrès avec Vladimir Poutine et que même le maître du Kremlin lui a dit qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner ses objectifs de guerre, qu'il allait même intensifier ses attaques. Et donc pour Donald Trump, le temps est venu d'arrêter les discussions, d'arrêter de parler et de passer à l'action. Merci à Justine Jankowski avec Michael Merle. Alors Général, bien sûr je me tourne vers vous pour commencer. Je vais faire très simple. Et vous y croyez, vous, au récit de la déception ? Je pense que M. Trump est en train de découvrir ce que c'est que de discuter avec un agent du KGB. Oui. C'est les doubles langages en permanence. C'est la réalité, le mensonge. Vous savez, ils savent que nous mentons, mais on continue à discuter avec eux en sachant qu'ils mentent. Donc je crois que c'est ça. Alors la naïveté de M. Trump est un peu confondante, qu'il ait mis 6 mois pour réaliser ça. Ça me paraît assez extraordinaire. Je crois qu'il croit surtout en son pouvoir personnel. Et il s'imagine qu'il va réussir à retourner un agent du KGB, sauf qu'il n'a pas été formé comme un agent du KGB. Peut-être ce qui a changé la donne, c'est que justement, Poutine est sorti du mensonge. Selon Axios, le changement d'attitude de Trump est dû à un appel téléphonique avec Poutine. C'était le 3 juillet, on en avait largement parlé sur ce plateau, durant lequel le président russe a clairement indiqué qu'il prévoyait d'intensifier la guerre. Poutine a indiqué qu'au cours des 60 prochains jours, il ferait une nouvelle offensive. Est-ce que c'est pas au contraire enfin la transparence qui a poussé Trump à se réveiller ? Oui, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Il y a le fait que pendant 6 mois, il a essayé, il pensait qu'il était très fort, qu'il y arriverait, il n'y arrive pas. Et Poutine, mais c'est vrai, depuis quelques semaines, a poussé le bouchon très loin. Je prends 2 de ses déclarations. De toute façon, l'Ukraine doit redevenir russe. Il a quand même dit, c'est pas seulement les 5 oblats, c'est l'Ukraine doit redevenir russe. Et partout où un soldat russe pose le pied, c'est la Russie. Donc il a poussé les éléments un peu loin. On en parlera tout à l'heure, mais lorsque vous dites que Poutine a dit qu'il allait lancer l'offensive, moi ça me pose une question sur le délai de 50 jours qu'il lui a laissé. Oui, on va en reparler tout à l'heure, cette menace, cet ultimatum des 50 jours. Mais vous croyez, vous Dominique, par exemple, qu'effectivement l'intransigeance du Kremlin est venue à bout cette fois, et pour de bon, de la patience de Trump ? Je crois qu'il a une sorte de révélation parce qu'il est d'une candeur absolument inouïe. C'est quasiment infantile, c'est absolument invraisemblable. Sans se remettre en cause d'ailleurs lui-même, mais ça ne change pas grand-chose. Le fond de l'affaire, c'est que ça n'est pas sa guerre. Et il l'a redit dans un article d'analyse du New York Times ce matin, publié ce matin. Vous avez des déclarations de son entourage. Ça n'est pas la guerre américaine. Donc, que
il se réveille un petit peu et qu'il constate, ce qui est l'évidence aux yeux, notamment de ces plateaux ici, à LCI depuis des mois, qu'en réalité, Poutine ne bouge pas d'un iota, lui le découvre, mais il n'en tire pas de conclusion. Je suis d'accord, le délai de 50 jours, en fait, c'est un permis d'agir qui est donné pendant 50 jours à Vladimir Poutine. Les armements, on en parlera aussi. On va en parler dès maintenant. Les 50 jours, on y reviendra, mais les armements, allons-y. Est-ce que c'est pas un mouvement? On va réécouter Trump qui annonce envoyer d'énormes quantités d'armes. Alors, on écoute ces mots, comme ça, c'est plus facile de décrypter juste après. Regardez. Nous allons leur envoyer des armes et ils vont les payer. Les États-Unis ne paieront pas. Nous les fabriquerons et ils les paieront. Elles seront ensuite rapidement distribuées sur le champ de bataille. C'est la confirmation vraiment que ce n'est pas sa guerre. D'autres paieront. Il veut bien être fournisseur parce que c'est bon pour l'industrie américaine. Mais en réalité, d'abord, on aimerait bien savoir quand elles arriveront. Vous savez, il faut maintenant regarder quand les armes arrivent. Ce ne sont pas les déclarations qui comptent. C'est les faits. Les faits, pour l'instant, les actions, on ne voit pas énormément de choses. Mais moi, j'en tire la conclusion, au final, quand même, que c'est à l'Europe de prendre ce dossier en charge. Ça fait 6 mois maintenant. Est-ce qu'on le prend suffisamment en charge au lieu de guetter, comme le Messie, les déclarations de Donald Trump? Général ? Oui, on voit le business. L'important, c'est qui paye, quand il paye, etc., etc. Cette déclaration a été faite au moment où le ministre de la Défense allemand est à Washington, et dans lequel, globalement, le deal, c'est je vends des armes aux pays européens et les pays européens, eux, livrent en particulier les patriotes, les systèmes antiaériens. Parce que pour l'instant, on ne parle que de ça. Le reste, on ne sait pas trop. Donc les patriotes, ce qui au passage est essentiel. Monsieur Zelensky insistait beaucoup pour avoir des patriotes. Pourquoi ? Parce que ça protège la population ukrainienne. Donc ça, c'est un deal, c'est financier, ça va rapporter aux États-Unis, ce sont les Européens qui s'en occupent, ça va très bien. Il y a quand même un point sur les Européens sur lequel je voudrais revenir. Dans sa déclaration, qui m'a bluffé, c'est qu'enfin, il réalise que les Européens peuvent être forts. Il a tout 2 ou 3 phrases dans lesquelles il disait « mais je ne pensais pas que les Européens seraient forts comme ça ». Et si, en fait, après l'algarade qu'il y a eu avec M. Zelensky dans le bureau ovale, il a vu les Européens venir en soutien de Zelensky et ne pas lâcher. Et aujourd'hui, il est en train de se dire... Ça y est, les Européens sont en train de se réveiller, grâce à lui au passage. Mais ça, c'est une bonne nouvelle qu'ils le reconnaissent. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle que les Européens, enfin, montrent ce visage-là. Je peux rester juste sur l'envoi d'armes, avec tout le cynisme dont je suis peut-être capable. Mais est-ce qu'on peut pas se dire ce matin, tant pis si business is business, tant pis si c'est pour faire de l'argent, pour faire tourner son industrie, du moment qu'il envoie des armes. Est-ce qu'il n'y a pas 2 secondes et demie, on peut se dire, il les envoie les armes, et ça c'est déjà un geste. Non, et tout à fait. Et ça rejoint, ça n'est pas sa guerre. Donc, lui, faire du business, ça lui va bien, mais il ne va pas faire des dons. Mais on prend, et est-ce qu'on se satisfait un tant soit peu d'envoi d'armes à l'Ukraine? Mais ça fait 3 ans que c'est comme ça. Monsieur Biden ne le disait pas comme ça. Mais les 60 milliards américains, c'est quoi? C'est de l'argent donné à l'industrie américaine pour fabriquer de l'armement. C'est pas des dons, c'est pour fabriquer de l'armement, pour donner à l'Ukraine. Donc, c'est la tendance américaine permanente. Et au passage, il n'a pas complètement tort. Pourquoi les Européens, aujourd'hui, se reposeraient sur les Américains? Et si vous voulez, moi je dis toujours, qu'est-ce que c'est l'OTAN? 1949. La moitié de l'Europe est occupée par l'Union soviétique, l'autre moitié vient d'être libérée par les Américains, ils sont faibles. Aujourd'hui, l'Europe, c'est quoi? 450 millions d'habitants, 3e économie mondiale, et elle doit dépendre des Américains? C'est inadmissible. C'est normal. Merci, monsieur Poutine. Merci, monsieur Trump. Ils font réveiller les Européens. De nous avoir réveillés. Non, absolument. Et n'oublions pas l'accord sur les minerais. Rappelez-vous toute la publicité qui a été faite par Donald Trump sur l'accord sur les minerais, après avoir humilié devant la face du monde le président Zelensky. Il y a ça, et puis moi je suis frappée par sa naïveté confondante, certes, mais aussi le langage utilisé. Enfin, regardez la sémantique qu'il utilise. C'est un enfant de 8 ans qui a été déçu par son copain de cours d'école, et puis il va demander à Mélania, mais je pense que ce qu'il dit,
C'est vrai, je pense qu'il est vraiment rentré chez lui, qu'il a vraiment dit à son épouse, tu te rends compte et tout, Poutine il m'a dit ça, et puis je dis, mais maintenant il arrête pas de bombarder l'Ukraine. Je dis, ah bon. Et vous savez là où je suis frappée aussi, c'est par l'inertie maintenant des Américains globalement. Rappelez-vous ce qui s'est passé au Texas. Il n'y a pas longtemps, on sait très bien que la conséquence directe des coupes budgétaires du fameux Doge d'Elon Musk, c'était quoi? C'était de couper dans l'administration, et donc les alertes n'ont pas pu être données. Vous avez des centaines de morts, dont une grande majorité des enfants. Donc moi, ce qui me frappe aussi, c'est comment les Américains, en réalité, sont complètement anesthésiés. Je suis frappée que personne ne monte au créneau pour indiquer, cibler les faiblesses de Trump, qui sont pas très compliquées en réalité à désigner. Et de l'autre côté, vous avez raison en général de dire ça a réveillé les Européens. Mais maintenant, business is business, don't act, pas de problème. Il faut aller au bout. Maintenant, il faut le prendre au mot, attendre les commandes. Et puis il a dit, je ferai payer 100% de la commande. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Oui, dans le prolongement de ce que dit Sabrina Ebresti-Rouza, je suis absolument frappé par le registre lexical du langage de Donald Trump, qui n'est pas du tout un registre de chef d'État, puisque on a l'irruption de l'intime dans une des guerres les plus graves de notre temps, et on a l'impression qu'elle est régulée par la conversation au coin du feu, et Melania fait irruption de façon totalement incongrue dans un discours qui devrait être diplomatique et rationnel. Mais ça, c'est toujours le langage de Donald Trump, qui est l'irruption de l'irrationnel dans le rationnel. Ou alors sa volonté de parler à son peuple et donc d'imager les choses pour faire passer le discours. Oui, alors on sait très bien que le registre de langage de Donald Trump, ça a été objectivé par des chercheurs, est un registre extrêmement simple et très compréhensible et très intelligible par la base MAGA. Mais tout de même, à ce point-là, si vous voulez, dans un langage qui devrait être diplomatique, vient l'irruption d'un langage de l'intime que je trouve absolument incongru. Après, sur la décision, oui, on a effectivement l'impression d'un ami déçu. Toujours là encore, il le met sur le registre du sentiment. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui met du sentiment et de l'irrationnel dans ce qui devrait être froid et rationnel. Évidemment, la livraison de missiles patriotes, enfin de dispositifs patriotes, c'est une excellente nouvelle, parce qu'on sait très bien que sur le terrain, depuis quelques semaines, la Russie avance, et j'ai été frappé par le tweet qui a été mis par Zelensky, qui est « Merci Monsieur le Président, merci l'Amérique ». Enfin, c'est quand on se souvient de ce qui s'est passé il n'y a pas encore si longtemps dans le Bureau Oval et cette humiliation, le tweet de Zelensky « Merci l'Amérique, merci Monsieur le Président » apparaît comme extraordinaire. Alors Axios, qui est vraiment très bien informé visiblement ces derniers jours, enfin ça fait un moment que ça dure, vous me direz, dit ceci: le plan Trump est susceptible d'inclure l'envoi de missiles longue portée qui pourrait frapper le territoire russe dans la profondeur. Oui, je me tourne vers vous, Général, parce que si on passe à l'étape missile longue portée, là, il se passe quelque chose quand même. Oui, là, ça serait un changement majeur. Je répète, les patriotes, c'est nécessaire, c'est tout de suite, et c'est de la défense de la population ukrainienne contre les attaques russes. En revanche, des frappes dans la profondeur que l'Ukraine réussit avec ses moyens, mais avec des moyens limités, parce que les drones emportent des charges militaires beaucoup plus légères. Ça serait un vrai changement. Moi, j'attends de voir, très honnêtement. Aujourd'hui, il répond à un besoin insistant sur la protection de la population, et il donne un délai de 50 jours pour le reste. Et ce délai de 50 jours, pour moi, c'est un peu, comme vous le disiez, un chèque en blanc. Allez-y. C'est aussi une façon de permettre à Poutine de sortir de la crise. C'est-à-dire que vous allez laisser 50 jours pour que l'offensive se déploie et que les 5 oblats soient partiellement occupés. Et donc, M. Poutine peut se tirer du mauvais pas où il est en disant que l'Ukraine va devenir russe. Les 50 jours, vraiment, je vous promets, on va y revenir, mais dans l'immédiat, là, si on s'arrête au stade des patriotes, ce que ça va changer concrètement. Regardez la carte, là, Audrey Chabaï qui est en régie, merci, nous l'a remise à l'antenne. Ça, c'est samedi. C'est juste samedi. Les attaques russes, elles ont largement augmenté ces derniers jours. L'envoi de patriotes, ça change quoi très concrètement pour les hommes sur le front? Et pour la population. Moi, je pense que c'est pas pour les hommes sur le front, c'est pour la population. Globalement, il a dit à un moment, j'ai 17 systèmes patriotes qui sont disponibles. On sait que
depuis le début, M. Zelensky dit « j'ai besoin de 15 systèmes patriotes pour arriver à couvrir les grands centres urbains ». On ne couvrira pas toute l'Ukraine, mais les grands centres urbains. Et donc, si ces systèmes patriotes sont donnés aux Européens et que les Européens peuvent rapidement donner leur système patriote, c'est une affaire de semaines. C'est pas une affaire d'années. Mais est-ce que ce ne sont pas des systèmes un peu anciens déjà? On a l'impression qu'il y a plusieurs générations. On sait qu'il y a plusieurs générations de systèmes patriotes, et ce ne sont pas les derniers des derniers. Ce sont ceux que les Américains n'utilisent plus. Oui. Alors, je pense pas, parce que les Européens ont quand même des systèmes qui sont pas le dernier cri, mais qui permettent, et permettez-moi de vous dire que c'est mieux que rien. Quoi, oui, sans aucun doute. donc je crois que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour la protection de la population, et en se référant à votre carte, sur l'ensemble. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a assez peu de systèmes patriotes qui ont été donnés pour beaucoup par des Européens. D'ailleurs, les Allemands en ont passé un en particulier. Et donc, je rappelle que les attaques qui ont lieu toutes les nuits, ce sont beaucoup de drones, quelques missiles. Les patriotes, c'est fait pour tirer sur les missiles, pas sur les drones. Un missile patriote envoyé, c'est $1 million. Donc c'est pas pour détruire un drone qui coûte $20 000. Donc ce sont les missiles, et ce sont ceux qui font des frappes importantes parce qu'ils ont des charges militaires importantes. Mais je sais qu'il va faire payer la facture, tout ça, à l'OTAN, bien sûr, je le sais, mais le Guardian révélait que les États-Unis n'avaient que 25% des patriotes nécessaires pour faire face à tous les fronts sur lesquels se situent les États-Unis. Et donc, est-ce que, quand même, pour eux, c'est un vrai geste, même en se le faisant payer, que de se priver de ses patriotes. Alors, il faut se souvenir de la déclaration qui a été faite il y a quelques semaines, qui a dit on n'a plus de stock. On n'a plus de stock, qui est une réalité. On n'a plus de stock par rapport aux menaces que les États-Unis doivent gérer. Donc il ne s'est pas fichu de nous à l'époque. Non, je pense, et souvenons-nous, à l'époque de l'administration Biden, il y avait déjà eu une alerte comme ça. On est en train de taper sur nos stocks. Donc il ne s'est pas fichu de nous du tout. Le problème, après, c'est un problème de priorité. OK, qu'est-ce que je donne au front Asie? Qu'est-ce que je donne au Proche-Orient? Qu'est-ce que je donne à l'Ukraine? Et là, il a inversé les priorités. Donc la priorité c'est un vrai changement, même si c'est payé par les Européens. Dans les stocks, il a décidé de prioriser aujourd'hui l'Ukraine. Donc je crois qu'il y a un mouvement quand même. Hein. Oui, il faut rappeler les ordres de grandeur. Les Européens ont les moyens de payer ce genre d'armement. Je regardais hier, ou plutôt après la déclaration d'Emmanuel Macron à l'hôtel de Brienne avant-hier soir sur l'augmentation des militaires français, des moyens militaires français, je regardais la disproportion des moyens militaires entre l'Union européenne et la Russie. Le total des budgets militaires de l'Union européenne, avec le Royaume-Uni, c'est 400 milliards par an. Le budget de la Russie, c'est 140 milliards. Oui, d'accord. Donc, nous avons les moyens de le faire. Alors, évidemment, la différence entre les deux et le fait que tout nous inquiète, c'est le prix de l'absence de défense européenne. Le prix de l'absence de défense européenne, c'est que nous avons des systèmes différents. Un nombre, le général pourrait nous dire bien mieux que nous, le nombre de systèmes différents est absolument considérable. L'interopérabilité n'est pas évidente et chacun, évidemment, défend sa souveraineté propre. Mais en termes de moyens purs, rationnellement, nous écrasons en termes budgétaires, militaires, la Russie. C'est le deuxième budget au monde de défense. Mais évidemment, il n'est pas efficient parce que notez beaucoup de gaspillage. Grâce à vous,